Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce jeudi 10 octobre. L'Union européenne appelle la Turquie à stopper son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Les Occidentaux redoutent une aggravation de la crise humanitaire dans la région. Autre crainte, la fuite des combattants djihadistes qui ont été faits prisonniers par les forces kurdes. En France, objectif atteint pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. 14 milliards de dollars de promesses de dons recueillis lors de ce sommet qui a réuni autour du président Macron les représentants de nombreux pays et associations. C'est donc une victoire dans la lutte contre les maladies infectieuses, maladies qui continuent malgré les progrès de la médecine de faire de nombreuses victimes dans le monde. On s'intéressera notamment aux ravages du paludisme. C'est notre reportage du jour. Enfin, le métro parisien célèbre à sa façon les 60 ans d'Astérix. Plusieurs stations ont été rebaptisées pour l'occasion. 60 ans après sa création, la BD signée Albert Uderzo et René Goscinny est toujours aussi populaire. Bienvenue, les réactions politiques se multiplient donc après le début de l'offensive militaire turque dans le nord de la Syrie. Ankara veut chasser de la frontière les milices kurdes qu'il considère comme des groupes terroristes. L'Union européenne appelle le pouvoir turc à stopper rapidement son offensive. Il y a deux craintes majeures. Tout d'abord, le risque d'une crise humanitaire. Plus de 60 000 personnes auraient déjà fui le nord-est de la Syrie. L'autre inquiétude concerne les djihadistes. Nombre d'entre eux ont été faits prisonniers par les forces kurdes. Et ils pourraient profiter du chaos pour s'évader, voire à terme reconstruire leur califat. On fait le point sur la situation avec Maxime Weiss. 24 heures après le début de l'offensive turque, la violence a traversé la frontière. À quelques kilomètres de la Syrie, la ville turque d'Adjakele a été visée par des tirs de mortier. Au moins 2 personnes ont été touchées selon des journalistes présents sur place. Côté Kurdistan syrien, c'est également du ciel que provient le danger. Les F-16 turcs ont aidé à conquérir plusieurs localités, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Devant l'avancée des forces d'Ankara, près de 60 000 personnes auraient dû fuir leur maison, notamment dans un secteur où les combats sont les plus violents, situé entre Ras Al Ain et Tal Abyad. Au moins 23 combattants des forces kurdes et 9 civils y ont été tués depuis le début de l'offensive, ironiquement intitulée Printemps de paix. Et la Turquie compte pousser son avantage et atteindre son objectif, la création d'une zone de sécurité de 30 km de large le long de la frontière. Face au tollé international soulevé par l'opération, le président Erdogan menace. Je dis à l'Union européenne, si vous essayez de qualifier nos opérations d'invasion, c'est simple. Nous allons ouvrir nos frontières et envoyer 3,6 millions de réfugiés. Le Reis a en effet un atout de poids dans sa manche. La Turquie est de loin le pays au monde qui accueille le plus de déplacés syriens, en accord notamment avec l'Union européenne. Pour revenir sur cette offensive turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, nous retrouvons tout de suite Guillaume Perrier, journaliste. Vous avez couvert l'actualité turque pendant de nombreuses années. Alors, les Kurdes se sentent trahis aujourd'hui par les Occidentaux car ils ont grandement contribué à la lutte contre l'État islamique. Est-ce que les Occidentaux ont une dette aujourd'hui envers les Kurdes, comme l'a dit l'ex-président français François Hollande ? Écoutez, oui, les Kurdes se sentent trahis à raison. Les Kurdes sont trahis. C'est un fait objectif. Maintenant, personne ne croit sérieusement que la dimension morale entre en ligne de compte dans cette histoire. Il n'est pas question de morale en politique. Et les Kurdes, je dirais, le savaient parfaitement depuis très longtemps. Les Kurdes, en tout cas le commandement militaire des forces démocratiques syriennes, était parfaitement conscient qu'une fois le travail achevé contre l'État islamique, ils allaient sans doute être lâchés par les Occidentaux, puisque voilà, ils ont servi, je dirais, de chair à canon pour libérer une partie de la Syrie de l'emprise des djihadistes. Mais une fois ce travail fait, évidemment, personne n'allait voler à leur secours, étant donné l'hostilité de la Turquie, qui reste un allié stratégique des Occidentaux, malgré les relations exécrables en ce moment. Est-ce qu'on peut craindre un conflit de longue durée, un nouvel embrasement dans cette région du nord de la Syrie ?
Alors, un nouvel embrasement, c'est déjà le cas, hein, c'est assez évident. Alors, même si, évidemment, cette administration kurde avait des défauts et sans doute beaucoup de récriminations de la part de ses opposants, cela restait pour les réfugiés syriens, pour les déplacés de la guerre, une zone relativement sécure, si vous voulez. Donc là, maintenant, ça n'est plus le cas. Il va y avoir à nouveau des déplacements de population dans ce pays qui, malheureusement, a déjà connu beaucoup de drames. Donc ça n'est qu'un épisode supplémentaire qui vient se surajouter à déjà tout un millefeuille de drames et de déplacements de population forcés. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Il semble que militairement, la Turquie soit plutôt sur une stratégie d'intervention courte, comme elle l'avait fait à Afrin, comme elle l'avait fait également précédemment, mais son ambition à long terme reste bien d'éradiquer totalement la présence du PKK à sa frontière. Et voilà, les Kurdes aujourd'hui, la population kurde aujourd'hui, dans son ensemble, s'oppose à cette intervention de la Turquie. Merci beaucoup Guillaume Perrier. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de la Turquie et que vous êtes notamment l'auteur du livre « Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan » aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, les représentants de plusieurs pays du monde étaient réunis pendant 2 jours à Lyon, en France, pour reconstituer des fonds nécessaires à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Des maladies qui, malgré les progrès de la médecine, continuent de faire de nombreuses victimes dans le monde. L'objectif initial du Fonds mondial était de recueillir 14 milliards de dollars. Et cet objectif a été atteint, comme l'a confirmé le président français. On retrouve sur place à Lyon Guillaume Petit. Alors Guillaume, ce sommet a été, semble-t-il, un succès. Oui Julien, la pression était forte sur les épaules d'Emmanuel Macron et la contribution française qui a été annoncée est en hausse de 20% par rapport à la dernière conférence en 2016. Cela permet d'atteindre difficilement les 14 milliards de dollars. Avec les toutes dernières contributions d'ici à la fin de l'année, le président français espère atteindre et dépasser cette barre qui était l'objectif fixé. Il a fait la liste des pays qui ont accepté à la dernière minute d'augmenter leur contribution. C'est le cas notamment du Qatar ou encore de l'Arabie Saoudite. Et puis il y a certains pays européens qui ont donné pour la première fois. C'est le cas de l'Ukraine ou encore de la Grèce. Pari donc réussi pour Emmanuel Macron qui avait prévenu aux Nations Unies. Pas d'excuses financières à avoir. Ce sont les mots qui ont été repris par le chanteur Bono qui s'est exprimé à la fin de cette conférence. Il a livré un vibrant plaidoyer pour la solidarité et l'unité. Impossible n'est pas français, a-t-il conclu. Voilà, Guillaume Petit depuis Lyon, interviewé plus tôt dans l'après-midi. Je vous le disais, ces ressources financières sont indispensables pour combattre ces maladies infectieuses. On s'intéresse ce soir au paludisme, appelé aussi malaria. Voyez ce reportage. Il y a presque 20 ans, la fille d'Eladj Diop est tombée malade du paludisme un mercredi. Maladie foudroyante. L'enfant de 12 ans en succombe le vendredi suivant. 2 jours qui ont changé la vie de cette famille sénégalaise pour toujours. Eladj travaillait comme photographe, il quitte tout pour combattre la maladie. Et à l'époque, il y avait beaucoup à faire. J'ai changé ma souffrance en combat de vie. Mais c'était difficile au départ parce que les gens ne connaissaient pas cet esprit de lutter contre le vecteur, cet esprit d'utilisation de la moustiquaire. En ce moment-là, la moustiquaire était très chère. Les progrès les plus simples que j'ai réalisés avec la communauté, c'est le changement de comportement par les communautés. Qui dit changement de comportement dit bonne perception de la communication et de l'information. Des programmes de lutte contre le paludisme en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie du Sud-Est, en grande partie financés par le Fonds mondial. Depuis le début des années 2000, les taux de mortalité liés au paludisme ont diminué de près de 60%. Des progrès rendus possibles par un meilleur accès au traitement et aux moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, qui est passé de 33% en 2010 à 57% 7 ans plus tard. Mais une menace fait craindre un recul, en particulier en Asie du Sud-Est, la résistance au traitement à base d'artémisinine. Les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Pour un investissement accru dans le domaine de la recherche, il est fondamental d'être en avance sur ce parasite qui jusque-là s'est montré être plus intelligent que nous. Les fonds sont donc nécessaires pour trouver la parade contre ces parasites qui causent la mort chaque année dans le monde de plus de 400 personnes.
Les 2/3 sont des enfants de moins de 5 ans. L'actualité à Bruxelles, à présent marquée par le rejet de la candidature de la Française Sylvie Goulard à un poste de commissaire européen. Sylvie Goulard, une ex-députée européenne qui a été brièvement ministre de la Défense puis sous-gouverneur à la Banque de France. Le président Macron soutenait sa candidature à la Commission, une candidature qui a été compromise par des soupçons d'emploi fictif. Auditionnée à 2 reprises, Sylvie Goulard n'a pas réussi à convaincre. 82 eurodéputés ont voté contre sa candidature, 29 l'ont approuvé. On retrouve à Bruxelles Sophie Petitjean. Alors Sophie, peut-on dire que ce rejet était prévisible ? Alors Julien, on ne peut pas vraiment dire que c'était prévisible, non. Cependant, le choix de Sylvie Goulard a immédiatement fait polémique, dans la mesure où elle fait actuellement l'objet d'une enquête en France et d'une autre par l'Office européen de lutte antifraude pour l'histoire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. Mais les députés chargés d'examiner la probité des candidats avaient finalement choisi de donner leur feu vert à cette nomination. Après la première audition qu'elle a passée la semaine dernière ne s'est pas vraiment bien déroulée. On l'a sentie énervée par les questions des députés qui portaient davantage sur son intégrité que sur ses compétences. Le fait qu'elle a été sommée de répondre à nouveau à des questions écrites puis de repasser devant les députés après déjà une audition de 3 heures ne laissait rien présager de bon. Mais ici à Bruxelles, on s'attendait davantage à voir la taille de son portefeuille réduite plutôt qu'un rejet massif de sa candidature comme cela a été le cas. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde ? Comme chaque jour désormais, voici un tour d'horizon de l'actualité vu par nos confrères des autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle an der Saale mit 2 Toten und mindestens... Notre bureau allemand se penche sur l'enquête à Halle après la fusillade survenue en pleine rue hier dans cette ville de l'Est de l'Allemagne. La piste terroriste est privilégiée. Selon le parquet, le suspect, un homme de 27 ans, voulait commettre un massacre dans la synagogue où des Juifs célébraient la fête de Yom Kippour. Cette attaque, je vous le rappelle, a fait 2 morts. Vor Ort eine Analyse, warum die Synagoge nicht bewacht wurde. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en Nos confrères espagnols reviennent quant à eux sur les violentes manifestations en Équateur qui ont fait au moins 5 morts selon un dernier bilan. Plusieurs milliers d'indigènes et de paysans manifestent depuis plusieurs jours contre la hausse du prix de l'essence. Une vague de contestation d'ampleur marquée par des blocages et des grèves. Le président équatorien Lénin Moreno, qui a fui la capitale, devait tenter de renouer le dialogue. por la eliminación de los subsidios a los combustibles. A tavalyi és az idei irodalmi Nobel-díj nyertesének nevét. Et puis nos confrères hongrois reviennent sur le prix Nobel de littérature qui a été attribué exceptionnellement à 2 écrivains, la polonaise Olga Tokarczuk et l'autrichien Peter Handke. Ce double Nobel fait suite à un scandale sexuel qui avait entraîné l'annulation du prix l'année dernière. Un mot de sport, la Coupe du monde de rugby se poursuit au Japon, mais des matchs de poules ont été annulés par les organisateurs en raison d'un typhon qui menace l'archipel. Le match de poules, notamment entre l'Angleterre et la France, a été annulé. Il ne sera pas reporté, d'où la déception des supporters qui ont fait le déplacement. Pierre Michaud. Ils sont des milliers de fans à avoir traversé le globe pour converger vers le Japon, suivre la Coupe du monde de rugby. Des milliers de fans déçus par la décision de la Fédération internationale jeudi matin d'annuler au moins 2 matchs de la compétition, dont le très attendu France-Angleterre samedi à Yokohama. On est tous très déçus, tous les supporters sont très déçus d'être venus ici. On est spécialement venus pour le crunch et voilà, on est vraiment déçus. Mais bon, on visite cette belle ville et puis on va continuer notre voyage dans le Japon. Ils se sont dégonflés, c'est tout. Vous voyagez à l'autre bout du monde, vous vous attendez à un très grand match, la météo se dégrade, mais c'est vraiment dommage. Nous sommes tous prêts, on est venus pour soutenir notre équipe, l'Angleterre, et c'est vraiment décevant pour l'ensemble du tournoi. Le crunch, l'exploit improbable de l'Italie contre les All Blacks et peut-être même le décisif Japon-Écosse. 3 affiches sacrifiées sur l'autel de la sécurité des spectateurs. Une décision pourtant aussi sage qu'inéluctable.
Alors on termine ce journal par un anniversaire, les 60 ans d'Astérix, la célèbre bande dessinée créée en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo. Et pour fêter l'anniversaire du célèbre Gaulois, 12 stations du métro parisien ont été rebaptisées. Les amoureux d'Astérix vont sans doute se ruer à la fin du mois dans les librairies pour découvrir le 38e tome de la saga, La fille de Vercingétorix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.